sur l'ensemble de nos réseaux pour vous faire le point de l'actualité au Bénin, en Afrique et dans le monde. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bonsoir. Vous êtes au siège de l'information, la grand-messe de l'information du soir sur Golf TV Africa. La randonnée va durer 90 minutes sur l'ensemble de nos réseaux. Nous vous ferons le point de l'actualité au Bénin, en Afrique et dans le monde. Je vous informe que tout à l'heure, nous recevrons au siège de l'information ce soir comme invité Alain Godono. Alain Godono est le commissaire de l'exposition diptyque Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation. Cette exposition qui aura connu 2 phases et aura fermé ses portes depuis le dimanche 8 août dernier. Et quel bilan en faire et quelles sont les perspectives qui s'offrent? Nous en parlerons avec lui. Il sera tout à l'heure avec nous sur ce plateau. Mais, mesdames, messieurs, voici tout de suite ce qui fait le sommaire de l'actualité nationale ce soir sur Golf TV Africa. Les membres du gouvernement ont commencé leur rentrée. Depuis ce jour, ils ont tenu leur premier conseil des ministres à Cotonou. Wilfried Léon Ndombedi nous en fera tout à l'heure le compte rendu intégral. La montée des eaux crée des désagréments collatéraux aux populations du Nord Bénin. Fidèle Zimbabwe, notre correspondant permanent sur place, nous plonge dans le quotidien de ces populations. Le gouvernement semble avoir résolu le visage économique de Cotonou, la rénovation et la modernisation du centre commercial de Gangri. Certains ont été délogés et relogés, mais d'autres disent qu'ils ont été oubliés. Le ministre a effectué une sortie. Golf TV Africa a mené l'enquête. Mesdames, Messieurs, notre duplex ce soir avec notre chaîne partenaire, la radiodiffusion des télévisions publiques allemandes, la Deutsche Welle, aborde les protestations contre l'inflation et la hausse des prix de l'énergie en Allemagne et la grande polémique autour des émoluments des députés en République démocratique du Congo. Serge Kouimo de Golf TV Africa recevra en direct de Borde Rémi Maillet de la Deutsche Welle. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir. Bienvenue à cette grand-messe de l'information du soir sur Golf TV Africa, le siège de l'information. Merci de nous préférer pour vous informer. Première séance des membres du gouvernement après leur congé. La réunion hebdomadaire a eu lieu en présence du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs décisions y ont été prises, entre autres la transformation du centre hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga par l'absorption de l'hôpital d'instruction des armées de Cotonou. Le Conseil des ministres a aussi approuvé les statuts du centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi et du centre des œuvres universitaires et sociales de Parakou. Suivez ici le compte rendu intégral des travaux avec le secrétaire général adjoint porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon Ndombedi. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 7 septembre 2022 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République. Au terme de la séance, les décisions ci-après ont été prises. Au chapitre des mesures normatives, transformation du Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou-Maga par absorption de l'hôpital d'instruction des armées de Cotonou. Cette décision s'explique par la volonté du gouvernement de fusionner ces 2 structures afin d'en optimiser les prestations au profit des usagers. Il s'observe en effet que, de part et d'autre, certaines compétences et spécialités disponibles ne sont pas suffisamment utilisées, de même que les infrastructures, ce qui est de nature à créer des préjudices aux patients. La mise en commun des moyens va donc favoriser la mutualisation des ressources disponibles dans les 2 structures, le renforcement des pôles de spécialité, une plus grande efficacité dans la prise en charge des urgences, une meilleure organisation s'agissant de l'approvisionnement en intrants
et de l'acquisition des équipements, de même que la facilitation de la référence et de la contre-référence ou la continuité des soins. Le ministre de la Santé prendra les dispositions indiquées en lien avec le ministre de l'Économie et des Finances pour la mise en place des organes de gouvernance du nouveau Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou-Maga. Au titre des autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant approbation des statuts du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi et du Centre des œuvres universitaires et sociales de Parakou. Au chapitre des communications, en point 1, mission de contrôle d'opération et d'expertise hôtelière du projet de construction du complexe touristique Marina. L'évaluation de ce projet en cours de réalisation a conclu à la nécessité de compléter son dispositif opérationnel par l'accompagnement d'une société spécialisée dans la conduite d'opérations et l'expertise hôtelière. Celle-ci sera chargée, entre autres, de la coordination des différents segments, la gestion des limites des prestations, la revue de la programmation architecturale, la limitation du nombre des intervenants, le contrôle de l'exécution des travaux avec les maîtres d'œuvre pour l'architecture et la scénographie, ainsi que la mise en place d'un dispositif de suivi des risques. La société retenue à cette fin veillera, sous la responsabilité des ministres concernés, à la bonne exécution des missions à elle confiées. En point 2, renforcement des mesures de protection civile contre les inondations de l'année 2022. Les prévisions de l'Agence Météo Bénin alertent que la quantité de pluies attendues en 2022 est supérieure à la moyenne observée au cours des années écoulées et appellent la prise de mesures d'anticipation et ou de gestion des catastrophes liées aux inondations qui pourraient découler notamment de la montée des eaux des fleuves Niger, Ouémé et Mono. Tenant compte de cet avis et au regard des sinistres et dégâts matériels déjà enregistrés, le Conseil a décidé de renforcer les capacités d'intervention de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes et d'adaptation au changement climatique pour une réponse rapide et efficace, le cas échéant. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé l'organisation à Cotonou du 12 au 16 septembre 2022 de l'atelier international de partage de connaissances entre parties prenantes du programme global Protection et réhabilitation des sols pour l'amélioration de la sécurité alimentaire ProSol et la célébration à Semekpoji le 27 octobre 2022 de la 25e édition de la Journée nationale de mobilisation pour la lutte contre les troubles dus à la carence en iode. Enfin, au chapitre des mesures individuelles, sur proposition des ministres, les nominations suivantes ont été prononcées. Au ministère de la Santé, secrétaire exécutif du Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies, CNLSTP, M. Bertin Somavo Afedjou. Premier secrétaire exécutif adjoint du CNLSTP, M. Félix Agbla. Deuxième secrétaire exécutif adjoint du CNLSTP, Mme Anita Carole Wadayi. Au ministère des Enseignements maternels et primaires, secrétaire général adjoint du ministère, M. Blaise Kodjovi Akako. Directeur de la planification, de l'administration et des finances, M. Borgia Gildas Coteillon. Directeur de l'école normale d'instituteurs d'Alada, M. Thomas Simbosa Chao. Secrétaire général de la Commission nationale béninoise pour l'UNESCO, Mme Bossede Paulette Okpeicha, je vous remercie. Le porte-parole du gouvernement a saisi l'occasion de
de compte rendu du Conseil des ministres pour rappeler le contexte de la reprise des membres du gouvernement, les défis brûlants qui les attendent, les défis de l'heure, ainsi que l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs face à la cherté de la vie. C'est à l'issue d'un point de presse du compte rendu du Conseil des ministres. Wilfried Léandre-Bédi. C'est le premier Conseil des ministres après la trêve. Et le chef de l'État a fait fort de rappeler aux membres de son gouvernement la nécessité pour l'ensemble de l'équipe de rester encore plus mobilisés que par le passé dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement dont les effets se ressentent positivement de plus en plus sur toute l'étendue du territoire national en termes d'amélioration des conditions, mais aussi du cadre de vie de nos populations. Ça, c'est le message général, parce que chacun sait que le PAG, c'est la boussole de l'action du gouvernement. Et de façon spécifique, le président de la République s'est attardé sur la prochaine rentrée des classes, donc l'année scolaire et académique qui va se dérouler. Et s'est assuré de ce que tout est en place pour que dans quelques jours, les classes rouvrent et que l'année se déroule comme il faut. Mais de façon toute particulière, il a mis l'accent sur l'engagement du gouvernement concernant la revalorisation des salaires des travailleurs de l'État. À cet effet, le chef de l'État a fait un point avec le comité qui est en charge de finaliser les travaux et les options du gouvernement en vue de leur présentation aux partenaires sociaux avant leur adoption pour application. Et là-dessus, il y a eu également une petite réflexion sur la question spécifique des aspirants au métier d'enseignant. Et pour tous ces aspects, ce que je peux vous dire au jour d'aujourd'hui, parce que dans les prochaines heures, une délégation ministérielle va rencontrer les partenaires sociaux, comme cela se fait souvent avant la rentrée, pour écouter leurs doléances, mais aussi leur apporter des informations de la part du gouvernement. Cette délégation aura donc à passer certains messages aux partenaires sociaux. Mais dans tous les cas, et ce que je peux vous dire donc au jour d'aujourd'hui, c'est que le président Patrice Talon a demandé à cette équipe de dire clairement à nos partenaires sociaux qu'au plus tard, à fin novembre 2022, les annonces qui doivent être faites en ce qui concerne donc la revalorisation des salaires, mais aussi du SMIC, et par ailleurs les préoccupations sur le cas des AME, que les grandes annonces qui doivent intervenir se feront. Ce qui ferait qu'à l'arrivée, nous serions bien restés dans les délais que le gouvernement s'est donné après avoir discuté avec ses partenaires sociaux pour le respect des engagements qu'il a pris. Et c'est l'occasion pour moi, encore une fois, de rappeler, comme j'ai pu le faire parfois, que pour le président de la République, une promesse, c'est un engagement. Et dès lors qu'il l'a faite, il s'emploie avec son équipe à l'honorer. C'est ce qui va intervenir dans les prochaines semaines. Ne soyons pas pressés. Fin novembre, c'est dans quelques semaines. Nous verrons bien les annonces qui interviendront et je peux prendre le pari avec vous qu'elles seront de nature à satisfaire l'ensemble de nos concitoyens et particulièrement des travailleurs. Wilfried Léandre-Bédi, secrétaire général adjoint, porte-parole du gouvernement. Séance d'information sur la dématérialisation des services de la Bibliothèque nationale du Bénin. La rencontre a eu lieu ce mercredi au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Étaient présents les acteurs de la chaîne du livre et les hommes des médias. C'est le directeur général de la Bibliothèque nationale qui a communiqué autour des réformes enclenchées. Golf TV Africa, reportage. Le projet numérique global présenté aux acteurs et usagers de la Bibliothèque nationale du Bénin. La Bibliothèque nationale est devenue depuis le 12 mai 2021 un organisme sous tutelle avec un conseil d'administration en bonne et due forme. À ce titre, 4 chantiers majeurs ont été engagés. Il y a le chantier de la gouvernance même de la structure. La gouvernance de la structure implique des outils de gestion.
qui n'étaient pas totalement installés. Je peux vous dire que c'est le cas. Et le premier outil de gestion, c'est le conseil d'administration que nous avons pu, grâce aux efforts conjugués de chacun et sous la conduite de M. le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, que nous avons pu obtenir donc du gouvernement le 12 mai 2021. Et donc à la suite de cet outil de gestion, il y a beaucoup d'autres. Je ne vais pas faire un cours de gestion d'un établissement public ici, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, la plupart des outils de gestion et de gouvernance de la Bibliothèque nationale sont installés ou disponibles. Ensuite, il y a le chantier des infrastructures. Vous connaissez la réputation visuelle de la Bibliothèque nationale du Bénin. Nous avons fait quelques efforts pour ceux qui ont visité le site ces derniers jours, ces derniers mois. Nous avons fait quelques efforts. Mais les efforts que nous faisons ne sont pas seulement circonscrits à Porto Novo. Porto Novo est la maison mère, parce qu'il faut le dire, la Bibliothèque nationale du Bénin assure désormais la tutelle du réseau de lecture publique du Bénin. Ça veut dire quoi? Concrètement, en termes d'architecture, nous avons la Bibliothèque nationale, nous avons les bibliothèques départementales, donc chaque département du Bénin, suivant le découpage territorial officiel, devrait abriter bientôt une bibliothèque départementale, et derrière, nous avons les centres de lecture publique. Il ne s'agit pas d'une bibliothèque numérique, mais de la gestion en ligne des collections. Je suis à Cotonou, je cherche un livre. Au lieu d'aller l'acheter, pardon au libraire, nous ne sommes pas en train de dire qu'il ne faut pas aller acheter, mais je peux identifier ce titre-là dans l'une des bibliothèques publiques du Bénin. Ça doit être possible désormais. Savoir que le livre est sur le territoire, au moins le savoir. Ensuite, décider d'aller le consulter ou d'aller l'acheter quand même en librairie. Lorsque vous ne savez pas ce qu'il y a dans une bibliothèque, votre envie d'aller dans cette bibliothèque peut être réduite de 80%. Pendant la séance, plusieurs préoccupations ont été portées au directeur général de la Bibliothèque nationale du Bénin. Les réponses sont suivies. Les archives nationales, c'est tout ce qui concerne les archives à caractère administratif de la République du Bénin. Donc tout ce qui est documents d'archives administratives, tout ce qui relève de la gouvernance, tout ce qui relève de la nécessité de conserver les données administratives des ministères, des agences, de la présidence de la République. Les archives sont d'ailleurs reliées directement au secrétariat général de la présidence de la République, contrairement au ministère, à la Bibliothèque nationale qui est reliée au ministère en charge de la culture. Donc la tutelle est déjà différente et ça vous donne une idée de ce que ça peut donner. Est-ce que les ISSN sont délivrables aux étrangers? À partir du Bénin, normalement non. Pour les pays qui n'ont pas de centre national, parce que le Bénin a également le statut de centre national ISSN, ça veut dire que nous sommes autonomes dans la délivrance des numéros. Conservation, bibliographie nationale, tutelle du réseau de lecture publique, ce sont entre autres les attributs de la Bibliothèque nationale du Bénin qui depuis 1975 existe au Bénin sous l'appellation à l'époque de la Bibliothèque nationale de Dahomey. Le gouvernement béninois, dans sa marche résolue de transformer le visage de la capitale économique du pays, a décidé de la rénovation et de la modernisation du centre administratif et commercial de Ganri à Cotonou. Ainsi, il a été procédé à une opération de délogement et de relogement de certains occupants du quartier Placodi-Plage à Cotonou. Ces derniers auront reçu chacun une portion de parcelle accompagnée d'une indemnisation sur un site situé à Djefa. Un tour sur le site nous permet de nous en convaincre. Mais la présence depuis peu de certains de ceux qui habitaient Placodi-Plage et qui squattent depuis peu 2 écoles à Placodi nous interpelle. Gulf TV Africa est descendu sur le terrain pour une enquête sur ce brûlant dossier qui a même fait réagir le ministre du Cadre de vie et du Développement durable ces derniers jours. Certains de ces squatteurs d'école auraient saisi le tribunal. Ulrichala Sogbakpe, Paul Sagbadjou. Mesdames, Messieurs, nous allons vous reprendre ce reportage.
Voilà, le gouvernement béninois a décidé, dans sa marche résolue, de transformer le visage de la capitale économique du pays, a décidé de la rénovation et de la modernisation du centre administratif et commercial de Ganri. Il a été procédé à une opération de délogement et de relogement des occupants du quartier Roulakodi Plage. Et ces derniers ont reçu chacun une portion de parcelle située à Djefa, accompagnée d'une indemnisation. Un tour sur le site à Djefa nous permet de nous en rendre à l'évidence. Mais la présence de certains occupants de Roulakodi Plage dans des écoles qu'ils squattent depuis peu nous interpelle. Gulf TV Africa est descendu sur le terrain pour une enquête sur ce dossier brûlant qui a même fait réagir ces derniers jours le ministre du Cadre de vie et du Développement durable. Certains de ces squatteurs d'école auraient saisi le tribunal et se disent oubliés. Richala Sogbapé, Paul Sabadjou. Mesdames, Messieurs, quelques petites difficultés avec cette enquête. Nous y reviendrons d'un instant à l'autre. Protestation contre l'inflation et la hausse des prix de l'énergie en République fédérale d'Allemagne et la polémique, la grande polémique autour des émoluments des députés en République démocratique du Congo sont les sujets abordés dans le duplex que nous allons établir ce soir avec notre chaîne partenaire, la radiodiffusion et télévision allemande Deutsche Welle. Serge Vivien Couillemont de Gold TV Africa reçoit en direct de Bonn Rémi Mallet de la rédaction de de Deutsche Welle. Monsieur, comme chaque mercredi, nous retrouvons la radio-télévision internationale allemande, la DW, pour parler de l'actualité avec nous aujourd'hui Rémi Mallet. Rémi, bonjour. Bonjour Serge. On commence par l'Allemagne, le pays qui fait face à une inflation grandissante et cela pousse à des manifestations. L'inflation touche en effet l'Allemagne depuis le début de la guerre en Ukraine. Dans l'Union européenne, les prix de l'énergie et à la consommation ont grimpé de près de 10% en moyenne depuis février et de 7,9% en Allemagne. Une hausse qui mécontente déjà fortement les Allemands qui ressentent ces changements avec le prix du litre d'essence à la pompe, en faisant leurs courses au supermarché et surtout en constatant les coûts du gaz, du pétrole et de l'électricité. Le gouvernement fédéral a réagi en proposant un nouveau paquet d'allègement de 65 milliards d'euros pour soutenir le pouvoir d'achat des foyers les plus modestes. Plusieurs millions de retraités recevront un chèque énergie de 300 euros et les étudiants obtiendront une aide de 200 euros. En tout, les aides annoncées par les autorités pour faire face donc à la crise de l'énergie s'élèvent à près de 100 milliards d'euros. Mais tout cela est jugé insuffisant, Rémi. Oui, tout à fait. Beaucoup ici en Allemagne considèrent que cela est insuffisant, à commencer par les partis et groupements d'extrême gauche et d'extrême droite. Le parti de gauche Die Linke a ainsi appelé à des manifestations chaque lundi sous le slogan « Baisser les prix, l'énergie et la nourriture doivent rester abordables ». Ces manifestations régulières ont débuté le lundi 5 septembre, notamment à Leipzig, cette ville située dans l'est de l'Allemagne, a une tradition de contestation. Pour rappel, Leipzig a contribué de manière décisive à renverser la dictature de la République démocratique allemande, la RDA, en 1989 avec leur manifestation du lundi. Mesdames, Messieurs, toutes nos excuses pour cette liaison, quelques difficultés de liaison avec l'Allemagne. Nous allons y revenir d'un instant à l'autre et rétablir la liaison, Mesdames, Messieurs, avec, bien entendu, nous allons rétablir la liaison avec Bonn, recevoir Rémi Mallet de la rédaction de la Deutsche Welle, la rédaction française de la Deutsche Welle. Mesdames, Messieurs, donc, prenez donc le rendez-vous. Nous allons à présent vous parler de l'ouverture de la session annuelle 2022 de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophe. La rencontre a été présidée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, président de la dite plateforme. Cette session a tourné autour du niveau d'alerte actuel dans les bassins du Niger, de l'Ouémé et du Mono, et des mesures urgentes à prendre face à la montée des eaux. Gold TV Africa était à l'ouverture donc des travaux. Gauthier Sédodé, Paul Sagbadjou.
La montée des eaux au Bénin, avec son corollaire d'inondations dans certaines régions du pays, est un phénomène récurrent qui demande des mesures urgentes selon les niveaux d'alerte. Cette session annuelle 2022 de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophe vient à point nommé pour permettre aux acteurs impliqués dans la gestion de ces risques d'évaluer la situation au plan national et de proposer des actions à mener. Cette session se tient un an après la dernière, qui a eu lieu le 7 septembre 2021. En effet, c'est en application du décret 2011-834 du 30 décembre 2011 portant création, composition, attribution, organisation et fonctionnement de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes et d'adaptation au changement climatique que mon département ministériel se charge de convoquer cette session annuelle chaque fois qu'il y a menace de catastrophe, comme c'est le cas maintenant. En effet, depuis quelques semaines, du fait des pluies diluviennes qui s'abattent sur nos différentes communes et des évacuations d'eau du barrage de Nambéto qui ont commencé depuis le 4 septembre 2022, nous enregistrons une forte montée des eaux dans nos principaux bassins, avec pour corollaire l'inondation des habitations, des champs, la destruction des ouvrages de franchissement et des infrastructures socio-communautaires, suivi d'impacts négatifs sur les activités économiques et la mobilité des personnes et des biens. Face à cette situation, le dispositif de protection de l'Agence nationale de protection civile a déjà été activé. Au nombre des principales actions menées, on peut citer la vulgarisation des prévisions saisonnières par des radios communautaires et à travers des échanges avec les populations, l'activation des plateformes départementales et communales de réduction des risques de catastrophes et d'adaptation au changement climatique, l'introduction en Conseil des ministres d'une communication relative à la présentation de la situation, communication qui a abouti à la mise à disposition des moyens pour des actions urgentes en vue d'atténuer les souffrances des populations. En dépit de toutes ces actions, l'ampleur des dégâts et le caractère imprévisible de leur évolution justifient, selon le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, la tenue de cette session dont il rappelle ici les objectifs. Présenter le point de situation, faire le point de mise en œuvre des recommandations de la dernière session. Le directeur général de l'Agence nationale de protection civile, ANPC, qui assure le secrétariat permanent de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophe, présentera le point de situation sur les inondations de cette année avec des suggestions de réponse que nous apprécierons. Ensuite suivra le point sur la mise en œuvre des recommandations de la session annuelle de l'année 2021. Avant cet exercice, je voudrais reconnaître et saluer les efforts de réduction de risques de catastrophe fournis au jour le jour par les différents acteurs de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophe, à savoir les ministères sectoriels, le système des Nations Unies, les partenaires techniques et financiers, les communes, les organisations internationales humanitaires et les ONG humanitaires. À ce jour, Malanville, Karimama, Zanyanado, Bonou sont entre autres communes actuellement en situation d'alerte rouge. Merci Gauthier Sédodé. La montée des eaux crée des désagréments collatéraux, entraînant du coup la baisse des activités économiques. Fidèle Zimbabwe nous plonge ici dans le quotidien des difficultés que vivent les populations du fait de la montée des eaux du fleuve Opara. Fidèle Zimbabwe est notre correspondant permanent dans le département du Septentrion. Suivez. Voici tout ce que Mohamed a pêché depuis le matin. Mohamed est pêcheur. Généralement, sa pêche fait 3 à 4 fois la quantité de poissons qu'il a pêché. La raison de cette maigre pêche est la montée des eaux.
Depuis environ une semaine que l'eau est montée ici à l'Opara, plusieurs activités sont impactées. Comme Mohamed, plusieurs pêcheurs n'arrivent plus à pêcher la quantité normale de poissons qui leur permettait de pouvoir se frotter les mains. Il est vrai que la pêche n'est pas une activité principale par ici, mais certaines personnes comme Mohamed en tirent une partie de leur revenu hebdomadaire. Mohamed n'est pas le seul à subir les conséquences de la montée des eaux. Ces véhicules stationnés de l'autre côté de la rive attendent simplement de pouvoir traverser pour aller vaquer à leurs activités quotidiennes. Les conducteurs désespérés ont demandé à s'exprimer à la vue de notre micro. Nous voulons partir par les marchandises qui sont derrière, vers Kikala. Bon, on est venu, on voit l'eau est là et bon, les agents refusent que nous rentrons dans l'eau là. Et bon, effectivement, c'est à cause de notre sécurité qu'ils disent ça. Bon, on attend toujours, ils disent qu'ils sont en train de voir notre situation, comment est-ce que les choses se passent. Nous n'avons rien su d'abord, mais nous voyons les grands véhicules passent, ils sortent, ils rentrent, mais nous sommes toujours là. Et l'eau avait fermé les poteaux qui sont rouges là. Et c'était fermé. Aujourd'hui, nous voyons que l'eau est diminuée. Bon, nous pouvons passer, mais on n'a rien. Attendez, on voit les grands véhicules passer, ils rentrent. Nous sommes garés là toujours. Ils refusent que nous passons. Raimi et ses collègues attendent donc d'avoir la possibilité de traverser pour reprendre leurs activités. Même les commerçantes ont également leur activité un tant soit peu bloquée, puisqu'elles dépendent des conducteurs de ces taxis marchandises. Oui, ça bloque beaucoup nos activités. Ça fait déjà au moins 2 semaines que nous n'avons pas bougé d'ici. Et les choses ne mangent pas. Et même à la maison, ça dit toutes les choses sont dures. Et on veut passer, mais on ne voit rien d'abord. Et de l'autre côté, on va en prendre les ignames, les maïs, les soja et les milles. L'un des souhaits de Raimi est de voir cette situation changer un jour. Il craint que, comme à chaque année, que la prochaine saison arrive et que le pont soit toujours à cette hauteur. La situation devient alors cyclique. Bon, on demande à notre président de regarder au moins par rapport à l'eau là, de nous aider au moins, parce que ça dit trop. Mais eux, ils voient que au Seigneur, si on passe sur la voie là, ça marche un peu, mais on veut qu'il n'y ait qu'à essayer de voir notre cas pour nous aider, parce que ça dit trop. Ça fait déjà des années. Depuis moi, j'ai 11 ans, j'ai commencé l'apprentissage jusqu'à aujourd'hui. J'ai 30 ans et que le pont n'a pas été toujours fait. On demande de ne pas nous oublier, au moins d'essayer de nous aider pour nous faire le pont, soit de regarder quelque chose pour faire, au moins pour le passage seulement, et que nous, on doit pouvoir au moins se tenir, sinon les choses ne mangent pas. Un des leurs qui s'était entêté à rentrer dans l'eau a failli se faire emporter, mais fort heureusement, il a été sauvé. Oui, ils l'ont sorti. La personne avait bu. Et il n'était pas sur ceux qui étaient en train de décharger le marchandise. On l'a dit de descendre, il refuse de descendre. Et c'est là qu'il s'est glissé en même temps, il n'était pas normal. Et lui-même, il faisait partie de ceux qui prennent les gens avec les pirogues où il les traversait. Quand il passe, il trouve l'argent, c'est pour partir prendre l'alcool. Donc c'est l'alcool qui était trop, mais ces gens ont su, ils l'ont dit, mais il a refusé de l'écouter. Il a monté, si les gens vont bien écouter, il avait dit, ils ont dit descends en bariba. Et il ne s'est pas écouté, lui-même il a parti tomber. Mais effectivement, il y avait un arbre qui était à côté là, il a parti s'accrocher à l'arbre, ils l'ont fait sortir, rien ne s'est pas passé. Le temps que l'eau ne diminue d'intensité par ici, les activités restent au ralenti. Et ce n'est pas forcément du goût des uns et des autres. Retour à cette enquête relative aux oubliés, aux prétendus oubliés
des occupants de Khoulakodi plage. Le gouvernement, je vous le disais, dans sa marche résolue de transformer le visage de la capitale économique du Bénin, Cotonou, avait décidé de la rénovation et de la modernisation du centre administratif et commercial de Grand Riz. Ainsi, il a été procédé à une opération de délogement et de relogement des occupants du quartier Khoulakodi plage. Ces derniers ont reçu chacun une parcelle située à Djefa, sur un nouveau site situé à Djefa, accompagnée d'une indemnisation. Gulf TV Africa est allé constater ceci là-bas, mais il y a d'autres qui se disent oubliés dans le cadre du relogement et qui squattent des écoles de Khoulakodi depuis un moment. Gulf TV Africa est descendu sur le terrain. Le ministre du cadre de vie et du développement durable a même effectué une sortie à cet effet, puisque ces squatteurs ont saisi le tribunal. Ulrich Assobakbe, Paul Sagbadjo. C'est entre août et septembre 2021 que la libération du site de Khoulakodi s'est faite après communiqué de sommation du ministre du cadre de vie et son collègue de la décentralisation. Les familles victimes, dénombrées et rendues publiques par le gouvernement, faisaient un total de 368. Chacune d'elles a reçu un appui financier sous forme de prime de compensation d'une valeur de 5 millions de francs CFA avec une parcelle de 200 mètres carrés. Mais force est de constater un an après que cette opération n'a pas fait que des heureux. Elle a aussi fait des mécontents qui disent être des oubliés de l'opération et squattent depuis un mois maintenant 2 écoles situées au quartier Khoulakodi Yenawa. Vous devez constater que jusqu'à présent, il y a encore des gens qui ne sont pas relogés, qui sont encore sur le terrain. C'est pour dire que le travail que l'État a fait, c'est un bon travail parce qu'il a dit qu'il va essayer de reloger tout Khoulakodi, déloger et reloger à Djefa. D'après les informations, c'est qu'il y a un drone qui a survolé le quartier et qui a pris en compte rien que les maisons qui étaient encore sur place. Et c'est ça qui a fait que vous constatez qu'il y a des gens qui ne sont pas relogés. Si ce travail avait été fait à la base, je crois que tout le monde serait relogé. On ne serait pas en train de crier maintenant, ou bien que les gens seraient en train de dormir sur place là. L'État vient de nous dire que de faire déplacement pour aller à Djefa plage. Bon, il nous a dit de payer les choses là, de papier pour faire notre chose là. Arrivé à la mairie, on a payé ça à 600 francs. J'ai préparé mon dossier. Et le chef quartier m'a dit on devait trouver notre parcelle. J'ai été le voir plusieurs fois. En dehors de cela, si on va sur le site, on n'en trouve plus. Si on va sur le site, on n'en trouve plus. Près de 250 personnes qui n'en trouvent pas maintenant. Et on vit dans l'obscurité. Emmagnonné. Vous voyez, Emmagnonné. Chose incompréhensible, dans ce lot de ceux qui squattent actuellement ces 2 écoles, figurent encore des gens qui ont été pourtant dédommagés par le gouvernement. C'est le cas de ce monsieur qui évoque les raisons de sa présence sur les lieux. Je tiens à dire que personnellement ma maison a été dédommagée, mais je réside ici. Pourquoi je le sais? C'est parce que ma maison fait partie des dernières maisons à être en juin à être dédommagée. Je suis là parce que maintenant je suis en train de faire la construction à Djefa. Enfin, je fais partie des derniers lots. Donc, voilà ce pourquoi vous me voyez moi personnellement ici. Il y a des gens qui ont leurs activités ici. Pour le moment, qui n'ont pas encore eu gain de cause, mais on ne peut pas faire une construction d'une maison en 3 mois. Je ne sais pas si vous avez fait un tour là-bas. Vous allez comprendre ou bien constater comment est-ce qu'il y a des maisons, combien de maisons sont déjà finies là-bas. Sur les 368, après vous allez trouver une 60aine, au moins qui ont déjà de toits et de portes. Sinon le reste là, c'est en construction. Et les gens ont déjà fini. C'est que ce qu'on les a donné comme
primes de logement, ils ont déjà épuisé tout ça. En juillet dernier, un collectif de sinistrés de Khoula-Kodji a déposé une plainte contre le ministère du Cadre de vie et du Développement durable sous prétexte qu'ils n'ont pas été relogés. Ce mardi 6 septembre 2022, le ministre José Tonato a tenu un point de presse pour clarifier l'affaire qui, dit-il, jette du discrédit sur son département ministériel. Pour lui, c'est clair, toutes les familles dénombrées sur le site de Khoula-Kodji ont été relogées. Ceux qui sont à Khoula-Kodji, c'est plusieurs générations après les premiers occupants. On est parti d'une concession et chacun a sous-morcelé. Parti d'une parcelle de 500 mètres carrés, nous arrivons sur une seule parcelle à plus de 10 occupants avec des portions de parcelles de moins de 100 mètres carrés, voire 50 mètres carrés. Mais au total, nous n'avons pas tenu compte de la taille, de la petite taille des parcelles, mais au total, nous avons dénombré tout le monde. Nous avons dénombré 357 maisons et le répertoire a été communiqué aux autorités locales. Nous avons donc intégré 11 nouvelles personnes après nos enquêtes et nos concertations avec les autorités locales. Nous, on a relevé sur le terrain 357. Les enquêtes ont permis de trouver que nous avions oublié 11 personnes et nous avons une liste définitive consolidée de 368 personnes. Des propos qui font suite au communiqué radio-télévision en date du 5 septembre de l'autorité ministérielle, cherchant à savoir ce que pensent les soi-disant oubliés des réactions du ministre du Cadre de vie. Voici ce qu'ils répondent. Le ministre, il a fait son travail. C'est les informations qu'on lui a fournies. Et je crois que c'est sur la base de ces informations-là qu'il a fait son travail. On ne lui en veut pas. C'est une autorité, il a fait son travail avec les informations qu'il a reçues. Mais ces informations-là sont des informations biaisées. Ce sont nos autorités locales qui n'ont pas su gérer ce dossier-là. S'il avait bien géré, je crois que tout le monde serait pris en compte. Il doit y avoir un travail de base, c'est-à-dire recenser toutes les maisons, cassées ou non cassées. C'est un travail, ce travail qui devait être fait, mais ça n'a pas été fait ainsi. Ce n'est pas normal, nous sommes tous nés ici. On a vécu ici, on a grandi ici. Ces autorités locales qui disent aujourd'hui que nous, on ne peut pas nous reloger, mais je ne comprends pas. Ils ne nous connaissent pas. Nous ne sommes pas tous des frères. Ils nous connaissent correctement. Et pourtant, ils nous ont laissés. Pourquoi? Il y a de copinage dans ce relogement-là. Il y a trop d'amitié dans ce relogement-là. Nos autorités locales ne nous ont pas associé, n'ont pas associé la population à cette prise de décision. Donc ça, il y a des tâtonnements dans leur procédure de fait. Dans les 368 relogés, il y a des maisons qui n'existaient plus, qui sont ressorties dans ce dossier. Des maisons comme les maisons à Séville, qui ont été prises par la mer il y a plus de 12 ans. Les maisons Caného, les maisons Tossa, dans le lot 3, qui ont été cassées en 2012, se sont retrouvées à Tchefa. Les maisons à Yenawasi Legbessi, notre artiste international, qui sont retrouvées sur cette parcelle qu'aujourd'hui le Sécu nous a dit qu'il y a une parcelle vide. Il a dit ça à KPFM la dernière fois. Les maisons de Azonsi Jérôme, qui étaient vides, qui étaient dans la même condition que cette maison que nous avons citée. Les maisons d'Ayema, à Yenawa, ici, derrière nous, ici, tout de suite, qui se sont retrouvées à Tchefa. Pourquoi ces autres maisons, ce que nous appelons aujourd'hui est terrain vide, pourquoi ces autres maisons-là ne pourront pas se retrouver aussi à Tchefa? Pourquoi faire à l'un et ne pas faire à l'autre? Si c'est le cas, mieux vaut nous donner à nous tous et qu'ensemble, on aille tous retrouver sur Tchefa. Dans la quête de faire toute la lumière sur ce dossier, des tentatives pour recueillir aussi la version du chef quartier de Khoula-Kodji
et le chef du 5e arrondissement sur la manière dont l'opération a été menée sont restées infructueuses. L'équipe s'est tout de même rendue à Djefa, sur le nouveau site des relogés. Selon les explications de ce monsieur, l'un des heureux relogés, les soi-disant laissés pour compte ne sont pas en réalité des propriétaires de maisons. Non, ils ne sont pas des propriétaires. Ceux qui sont là, il y a d'autres même qui sont restés à côté des gens qu'on dit avant. Par exemple, moi, la maison, là où il était quitté pour venir ici, c'est chez mon père. Mon père s'appelle Wessou Komlangan. Mais d'autres qui ont resté à côté de moi avant. Moi, ils ont resté avec moi. Bon, même ils ont loué la maison avec moi. Et puis ils ne payent pas. Maintenant, comme ils nous ont cassé pour venir à Djefa, je ne veux pas qu'ils vont rester à côté de moi encore. C'est pour cela il est laissé à Placondi. Ce sont eux qui disent qu'ils n'ont pas donné les maisons à eux. Mais il y a d'autres même, la main les a cassés. Ça fait longtemps, à peu près 15 ans, 12 ans même. Eux aussi sont dedans. Ils ont de crier qu'ils vont trouver leur maison. Or, c'est la main qui les a cassés. D'autres même vendent, d'autres même sont parmi eux. Ils sont des gens qui vendent des gays. Bon, voilà. On les a dit qu'ils n'ont qu'à laisser ces travaux-là. Et puis nous tous on a qu'à essayer de débrouiller la façon que les gens doivent pour manger. Et ils ne veulent pas. Non, on a battu sur ça même, grave même. Même le CA même, notre délégué m'a battu sur ça. Comment on appelle, les forces du l'ordre viennent plusieurs fois à Placondi sur ça. Mais ils n'ont pas accepté. Eux aussi sont dedans, ils ne veulent pas qu'ils vont les donner les mains et puis ils vont venir commencer les mêmes choses ici encore. Dans tout ça, là, il doit y avoir des manières pour qu'on puisse savoir comment réclamer des choses. Vous savez si bien que, quand je me rappelle bien, lors de ces recensements, on nous avait dit, il avait dit que les maisons qui ont été recensées sont des maisons qu'on est en train de voir encore physiquement. Certes, en 2019, il y a eu le passage du préfet Tobla pour le déguerpissement des ghettos. Et certaines maisons qui ont été touchées, ou bien certaines maisons qui ont été touchées, non, ces responsables-là, ou bien ces propriétaires n'ont pas eu cette chance de revenir faire quelque chose juste pour sauvegarder cette terre, ou bien leurs espaces. Mais en 2020 maintenant, le gouvernement a lancé son truc-là de relogement. Maintenant, voilà que ces maisons, les propriétaires de ces maisons n'ont plus eu cette chance de revenir faire quelque chose pour sauvegarder cette maison, ou bien ces maisons-là. Ce problème s'est posé. Le gouvernement dit voilà, c'est des terres que moi j'ai vu occuper là, que j'ai enregistré pour le moment. Les squatteurs, ne sachant à quel saint se vouer, implorent la clémence du chef de l'État. On ne revendique pas. Nous allons demander à son Excellence, M. Patrice Talon, de revoir ce dossier, qu'en dehors, qu'il nous excuse, en dehors de ce qu'on lui a montré, en dehors de ce que le rapport qu'il lui a fait, il y a des maisons qui sont restées et qui n'ont pas été. Maintenant, ce que moi je demande à l'État, que l'État se saisisse de ce dossier, que l'État se saisisse, ou plus fort, faire un audit dans ce dossier-là, pour qu'on voit clair. Moi, je ne peux pas me lever et dire que bon, commencer par crier que bon, je ne suis pas pris en compte par la titre. Non, non, c'est parce que je ne suis pas pris en compte que je parle. Et je ne suis pas la seule personne, on est nombreux qui ont été délaissés par rapport à ce relogement-là. Donc, en temps normal, nous demandons la clémence du chef de l'État s'il peut nous aider dans ce dossier pour qu'on puisse voir clair. Je prie le Père, que de nous aider, le président de la République, je le prie quoi, nous venez quoi, de nous aider à retrouver ce qui est pour nous, qu'on puisse retrouver. Parce qu'il y a des gens, au moins, ça ne va pas, des petits enfants, des gens dorment au port. Il y a des moustiquaires au port de Belgique en pagaille. Parce qu'ils n'ont rien trouvé, ils n'ont pas de place à se coucher. Dans les écoles. Donc, je prie et je supplie encore le président de la République, Guillaume Patrice Talon,
de nous aider. Dans l'espoir que d'éventuelles solutions leur soient trouvées pour les sortir de ces conditions, les concernés continuent de profiter des salles de classe de ces deux complexes scolaires qui leur servent pour le moment de logement. Mesdames, Messieurs, notre invité ce soir, M. Alain Godonou, il est le commissaire de l'exposition diptyque Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation. Cette exposition qui a connu 2 saisons, elle a fermé ses portes dimanche 20 août dernier. Alain Godonou est notre invité ce soir. Alain Godonou, bonsoir. Bonsoir, Charvel. Merci d'avoir répondu une fois encore à notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Monsieur Godonou, l'exposition diptyque Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation, a connu 2 saisons. D'abord, dites-nous, est-ce que les objectifs, quel objectif était atteint? Oui, disons, l'exposition a connu 2 saisons, comme vous l'avez dit. Oui. La première pendant 3 mois, à partir de la mi-février jusqu'à avril. Après, saison de pluie aidant, mais aussi parce qu'il y avait une très forte demande, notamment des enfants de la diaspora, de nos frères et sœurs de la diaspora, mais aussi des gens qui visitent le Bénin pendant la période des vacances. On fait des mains et des pieds, on signait des pétitions à l'endroit du gouvernement pour qu'il y ait une seconde saison, pour que l'exposition leur soit ouverte pendant la période des vacances. C'est ce qui a fait que nous avons connu une seconde saison du 15 juillet au 28 août dernier, pendant la grande période des vacances. Bon, en termes d'objectifs, donc, les objectifs étaient différents au départ. Vous savez, la première saison, nous voulions montrer les 26 trésors restitués. Il faut se replonger dans ce moment-là. Les gens doutaient beaucoup quand on a dit il y a eu la restitution en novembre dernier. Les gens ne croyaient pas. Certains disaient mais c'est les caisses vides que vous avez rapportées. Les Français ont fait des copies qu'ils ont cédées au Bénin. Et donc c'était nécessaire de montrer ces 26 œuvres au public béninois. Et le président de la République a décidé aussi, avec les équipes, qu'il fallait saisir cette opportunité pour montrer au peuple béninois que la création avait continué à se développer, qu'il y avait une création contemporaine, disons, béninoise, qui méritait aussi d'être connue comme les créations anciennes dont relèvent les 26 œuvres restituées. C'est pour cela que cette exposition diptyque a eu lieu en 2 volets. Le volet art trésors royaux restitués et le volet art contemporain. Donc, c'était pour présenter et les trésors et l'art contemporain béninois au public béninois qui ne les connaissait pas. C'était l'objectif du départ. Mais chemin faisant, nous nous sommes rendus compte que cette exposition, qui était censée être une exposition nationale, a connu un succès tel que le monde entier s'y est intéressé. Vous en avez été surpris, on dirait. Oui, on a été totalement surpris. Et pour vous avouer, nous avions mis la jauge de visite à 1500 visiteurs par jour. Et puis nous nous sommes retrouvés vers la fin, comme vous le savez, hein, vous avez vécu cela aussi, je pense, à des pointes, je dirais, moyennes de 5000. Et on est monté jusqu'à 10 000 visiteurs par jour les derniers jours, au lieu de 1500 que nous avions estimé comme norme d'accueil de nos capacités. Mais nous avons tenu, au total, comme vous le savez, statistiquement, nous avons eu près de 200 000 visiteurs, tout compris, pendant la première saison. Et nous avons eu, pour la seconde saison, qui était plus courte, 35 000 visiteurs. Et là, pour la seconde saison, nous avons décidé d'ouvrir, de laisser cette exposition, notamment aux Béninois de la diaspora, aux étrangers qui sont en vacances au Bénin pendant cette période spéciale des vacances. Nous avons resserré et maintenu la jauge à 1500 visiteurs. Nous l'avons dépassé un peu, quelquefois à 1700, 2000, parfois 3000, mais nous avons tenu à ce qu'on maintienne quand même un peu
cette limitation. Donc, ça a connu aussi un succès. L'avantage, disons, de la seconde saison, pour ceux qui l'ont visité, c'est qu'ils ont eu un moment de confort plus important. Quand on est 10 000, on défile un peu très vite. Bon, les médiatrices et les médiateurs ne peuvent pas consacrer beaucoup de temps à 10 000 personnes individuellement ou même en groupe. Mais déjà, à 1500, ça passe, il y a plus de temps, il y a plus de confort. Les salles sont moins encombrées. Donc, et là, 95%, même plus, de nos visiteurs de cette seconde saison ont tous estimé qu'ils avaient eu une très belle expérience. Autrement dit, les objectifs ont été largement atteints. Oui, les objectifs ont été largement atteints, aussi bien sur la première saison de l'exposition, où les Béninois, toutes catégories confondues, intellectuels, pauvres, femmes du marché, émigrants, sont venus comme dans un moment de pèlerinage, aussi dans un moment d'union nationale, sont venus visiter cette exposition. Aujourd'hui, nous disons que c'est un événement. C'est le mot que nous utilisons. C'est véritablement un événement. Vous qui êtes de la presse, des médias, vous n'avez pas manqué de remarquer que pendant cette exposition, au moment de l'inauguration, on a assisté à des moments d'union nationale. On a des personnalités qui ne venaient pas au palais, qu'on n'espérait pas voir au palais de la République, ensemble avec le président de la République, qui sont venus, qui ont participé à l'inauguration. On a eu le sentiment que c'était un moment qui rassemblait toutes les couches de la population, quels que soient les bords politiques. Donc, et ça a été, je crois, pour moi, un moment important, non seulement culturel, mais un moment quasiment fondateur de l'unité nationale parmi tous ces moments que nous avons connus, par exemple comme la conférence nationale. Ça a été un moment semblable à celui-là. Monsieur Godonou, vous l'avez abordé. Est-ce à dire que si on se base sur notre culture, et si on se consacre à notre culture, que ce soit celle d'aujourd'hui ou celle d'hier, tous les Béninois peuvent parler d'une seule et même voix et démontrer la solidarité, la fraternité véritablement, pour vous qui êtes le commissaire de cette exposition? Oui, avec ma collègue Yacine, que je salue. Yacine Lassissi, que nous saluons. Oui, au passage. Disons que le Bénin est un pays de grande culture, de grande richesse culturelle, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et c'est sur cette richesse culturelle que nous voulons fonder, et que le PAG a décidé de fonder aussi un pilier de notre économie nationale. Transformer ce potentiel culturel en économie, et notamment via, disons, le tourisme. Et ça se manifeste déjà? Et ça se manifeste déjà par l'affluence. Tout confondu, nous avons à peu près 250 000 visiteurs. 250 000 visiteurs, c'est presque 4 fois en un laps de temps. Et puis c'était 2 demi-journées, jeudi, vendredi, et puis 2 journées entières, samedi, dimanche. Et 250 000 visiteurs, c'est 4 fois ce que plus même, puisque la moyenne optimale des grandes saisons en Afrique, c'est 40 000 visiteurs l'an, toute la semaine. Et là, nous avons fait, voilà, presque 250 000 visiteurs en l'espace de 5 mois, 5 demi-mois, je dirais. Donc, voilà, du point de vue statistique de fréquentation, c'est un événement majeur. Ça ne s'est jamais vu. Du point de vue aussi, il faut souligner, de la qualité de ce qui a été montré. Parce que cette affluence aussi, on peut l'analyser comme ça. Les premiers qui sont venus ont été subjugués, je dirais presque abasourdis, par la qualité. Personne ne s'attendait, y compris ceux qui nous ont restitués, y compris ceux qui, dans les discours divers et variés, doutaient de notre capacité à pouvoir conserver, à pouvoir faire une exposition digne de ce nom. Et pour parler vulgairement, ils ont eu le bec un peu cloué. Donc la qualité de ce qui était proposé aussi, sans oublier évidemment la qualité d'un lieu comme le Palais de la Marina, a joué aussi dans le succès de cette exposition.
ce qui était montré, le cadre dans lequel c'était montré, c'était ce qu'on pouvait avoir, ce qu'on pouvait voir dans les plus grands musées du monde. Donc nous avons joué à ce niveau-là. Et les professionnels qui sont venus, les spécialistes qui sont venus, l'ont tous remarqué et nous en ont félicité. Monsieur Godonou, avant de poursuivre, dites-nous, les musées en construction, et puisque vous avez dit tout à l'heure que le cadre, le palais de la présidence de la République et la qualité des œuvres, la qualité du cadre dans lequel même se trouvaient les œuvres, en dehors du fait que dehors il y avait le palais, mais à l'intérieur c'était tellement bien. Est-ce que les musées en construction seront aussi d'une si grande qualité? Disons ce même niveau d'exigence de qualité qui accompagne nos projets. Parce que si c'est la même qualité, si de part et d'autre, il y aura toujours l'affluence. Ben, vous pouvez déjà faire un tour à Ouida, à ce qui était l'ancien fort portugais, et jeter un regard par de la barrière qui protège le chantier qui est presque non, avec vous, on nous donnera accès. et voir que, je crois que vous constaterez que bon, la qualité approche de l'espace, approche, disons, le palais de la Marina. Et justement, nous sommes en train de faire des travaux de finition pour encore améliorer, disons, ce cadre-là. Donc, les équipements culturels que nous sommes en train de mettre en place ont été, je dirais, formatés sur cette même exigence de qualité architecturale, de qualité de l'espace et de la qualité de la scénographie de ce que nous voulons montrer à l'intérieur. Donc, et à cela, il faut ajouter aussi la qualité des femmes et des hommes qui ont travaillé. Vous avez vu les équipes de médiation, vous avez vu les équipes d'accueil, d'hôtesse, vous avez vu les équipes de la garde républicaine qui ont été là et tout le temps, et tout le dispositif tout autour qui a permis aux visiteurs de vivre des moments sereins, agréables pour contempler aussi bien les œuvres patrimoniales que l'art contemporain béninois. Donc, je vous assure, je vous garantis que cette qualité est intrinsèque à tous les projets que nous pilotons en ce moment. Alors, puisque certains, les tout premiers qui avaient visité, nous leur avons tendu nos micros, ils nous ont dit à l'époque qu'ils sont allés véritablement donner à manger à leurs yeux. C'est l'expression qui se disait. Mais dites-nous, M. Godonou, à la fin de ces 2 saisons, quelles sont les leçons à tirer? Ben, les leçons à tirer, c'est que la culture intéresse les Béninois. Les intéresse parce qu'au début, on ne savait pas. Les gens disaient, bon, les Béninois, ils veulent plutôt le pain, manger, voilà. Mais là, on s'est rendu compte que la culture les intéressait profondément. Ils sont venus très massivement. Ça, c'est une première leçon. Ça veut dire que là, il y a de la marge, il y a quelque chose à faire, il faut leur en proposer. Et quand on propose quelque chose aux Béninois, il faut proposer la qualité. Le grand, le beau, le merveilleux. Ouais. Là, ils viennent, là, ils sortent, là, ils apprécient. Il ne faut pas leur proposer l'à peu près. Il y a les artistes étrangers qui disent généralement, quand vous venez au Bénin et que vous donnez un spectacle, et qu'on vous applaudit ici au Bénin, sachez que partout dans le monde entier, vous serez un roi. Donc voilà, il y a cette première leçon-là qu'on peut tirer. C'est faux de dire que les Béninois n'aiment pas la culture. Les Béninois aiment la culture, mais ils aiment la qualité de ce qui est proposé. Premier élément. C'est aussi important de dire que quand on a fait cette seconde saison, les statistiques nous prouvent que des gens sont venus de presque 80 pays, exactement 78 pays. Ils sont venus pour voir cette exposition. Cette deuxième partie. Mais pour la première partie, c'était largement plus. Oui, c'était large. Disons, c'était plutôt un public béninois. Comme c'est la période des vacances, oui, donc des gens sont venus exprès en vacances au Bénin pour voir cette exposition de la deuxième saison. Donc, le Bénin, la destination Bénin intéresse les gens. Si nous, et c'était l'objectif. Une destination de référence désormais. Oui. Ça doit devenir une destination de référence. C'est déjà un premier acte, un acte fondateur pour faire du Bénin une destination de référence. Je peux vous assurer que ça l'aide déjà culturellement avec cet événement. Le monde entier, le monde de la culture, je veux dire, des arts,
regarde le Bénin aujourd'hui comme une référence. Et nous recevons beaucoup de demandes des collègues de différents pays, à commencer par les pays africains, qui viennent, qui veulent venir au Bénin, qui nous demandent quelles sont nos recettes, disons, de succès. Donc voilà, oui, sans fausse modestie, nous sommes devenus une référence. Mais il faut dire c'est un poids lourd à porter, il ne faut pas devenir une référence, il faut le rester. Et c'est le rester maintenant qui est notre défi. Une mise à jour quotidienne. Oui, mise à jour quotidienne, maintenir la qualité, la vigilance, voilà. Tout ça, ça a un coût, M. Godonou. Oui, ça a un coût, et un coût élevé, un coût déjà financier, budgétaire, mais vous savez que l'État béninois consacre beaucoup de ressources au développement de la culture et du tourisme, parce que c'est un pilier de notre économie. Il faut le considérer comme un secteur économique de développement et de capacité de création d'emplois. C'est aussi un pilier pour notre éducation nationale, hein, notre réappropriation. Bon, vous connaissez un peu notre mantra, hein, il faut révéler le Bénin, mais révéler le Bénin, c'est le révéler d'abord aux Béninois. J'ai l'impression, moi, de mille façons, qu'aujourd'hui, avec cet événement, tous ceux qui l'ont vécu, les Béninois sont un peu plus fiers. Et moi, je le constate à l'extérieur aussi. Hein. Quand on est Béninois à l'extérieur, les gens viennent vous, ah bon, comment vous avez fait? Bon, le Bénin a recommencé à avoir un nom à l'extérieur. Donc, il y a cette fierté. Donc, c'est ça aussi, révéler le Bénin aux Béninois. Nous sommes capables de faire de grandes choses. Ce pays est capable de faire de très grandes choses. Et ce pays étonnera toujours. Étonnera toujours, oui. Et le Bénin, aujourd'hui, est un pays respecté. Donc, et respecté pour son sérieux, pour la qualité de ce qu'il fait, pour son travail. Donc voilà, nous gardons ce mantra de révéler le Bénin aux Béninois et au monde. Monsieur Godonou, nous attendons beaucoup de choses. À quand la prochaine exposition? Déjà la destination de ce que les visiteurs ont vu. Oui. Et il y a la partie art contemporain. Vous savez, bon, quand les gens ont vu, ils souhaitent que cela se déplace. Le Maroc est le pays qui, le premier, a fait la demande au Bénin d'accueillir cette exposition. Toute cette exposition? Oui, mais il n'y a que la partie... trésors royaux et l'art contemporain. Et l'art contemporain, mais ce sont les œuvres d'art contemporain qui iront au Maroc. Les trésors, pour le moment, vont rester au Bénin. C'est la décision qui a été prise. Même si au Maroc, il y a un film sur les trésors qui sera présenté. Mais les 26 œuvres des trésors royaux restent au Bénin. Ils sont restés longtemps à l'extérieur. Il faut qu'ils restent un peu de temps au Bénin. Voilà. Maintenant, pour l'art contemporain, c'est autre chose. Le Maroc l'a demandé aussi. Il va partir au Maroc. Nos artistes contemporains, dont d'ailleurs certains étaient connus au Maroc, bénéficient des retours de cette exposition dans tous les sens du mot. Ils ont été exposés au public. Beaucoup de nos artistes contemporains qui étaient présents dans l'exposition, comme ceux qui n'étaient pas présents, ont vu leur cote monter sur le marché de l'art. C'est aussi une économie. Et donc c'est bien pour eux, c'est bien pour leur poche, c'est bien pour notre économie. C'est bien pour la promotion du Bénin à l'extérieur. Après le Maroc, vous n'avez pas manqué de constater que, bon, dans les conclusion de la visite du président Macron dans notre pays, il a demandé. Oui, il a souhaité que cette exposition aussi, dans sa partie art contemporaine, vienne en France. Nous sommes en train d'étudier techniquement la période, la saison. Bon, tout ça, ça demande un certain travail en partenariat avec les amis, les collègues français. Pour ce qui concerne les trésors qui rentrent maintenant, qui sont rentrés au pays, qui doivent rentrer maintenant dans notre éducation, doit être mis aux mains de la recherche nationale béninoise pour qu'on leur pose des questions et pour que ça rentre justement dans les écoles, pour que les écoles du Bénin puissent s'inspirer de cela pour faire leurs classes, leurs leçons d'histoire. Et il est prévu qu'elles soient présentées d'abord à Ouidah, au Fort Portugais. C'est notre premier équipement. Hein. Pour combien de mois? Disons le MIM. Et en principe, cette rentrée, la scolaire,
Le musée devait ouvrir, mais à cause des travaux complémentaires que nous devons faire, nous le repoussons un peu vers le mois de janvier, février, et le musée sera ouvert et ils seront présentés là. Et après, disons Ouida, ils doivent aller à Abomey, rejoindre le reste des collections royales d'Abomey qui sont restées dans ce qui est le musée de l'épopée des Amazones et des rois du Dahomey. Le reste des collections. Oui, et le musée de l'épopée des Amazones et des rois du Dahomey. Cela veut dire qu'une fois là-bas, les visiteurs auront droit à encore de plus riches... Absolument, absolument. Il y a une exposition, là ils sont 26, l'exposition finale des trésors royaux liés au Dahomey. C'est une exposition de presque 300 œuvres donc, qui sont là. Donc, mais évidemment, ces œuvres-là sont des œuvres majeures parce que le monde entier les connaît. Elles sont devenues des œuvres vedettes aujourd'hui. C'est ça aussi ce qui fait ce que fait une exposition qui expose des œuvres. Les œuvres qui sont exposées prennent encore plus d'importance puisque le monde entier les connaît maintenant et souhaite les regarder, les visiter, venir là où elles sont. Donc voilà, ces 26 œuvres-là vont donner encore une force à ce musée qui est censé ouvrir en 2024. Donc nous commençons les chantiers là bientôt et puis ce grand musée de l'épopée des Amazones des rois du Dahomey va ouvrir. Il ne faut pas oublier aussi qu'à Porto Novo, nous avons le musée international du Vaudou. Le Vaudou étant aussi notre patrimoine, notre patrimoine, notre identité culturelle, même si et culturelle, même si on n'est pas tous vaudouisants. C'est notre culture, c'est nos traditions. Donc, le musée international du Vaudou, qui doit être érigé à Porto Novo, pour ceux qui le savent, le site, c'est le site de la Maison internationale de la culture, un peu plus élargi, va connaître aussi le début de son chantier très bientôt, avant la fin de l'année. Et je l'espère, si rien ne bloque, si on n'a pas des problèmes de riverains, tout. Donc voilà. Donc, tout est câblé pour que ce musée-là aussi soit achevé d'ici fin 2024 au maximum. Et net plus ultra, le musée d'art contemporain de Cotonou, que la Galerie nationale pilote, aussi va rentrer très bientôt en chantier du côté des entrepôts de l'Océbienne là-bas. Si vous faites un tour par là, vous verrez que les terrains sont déjà, disons, délimités. Donc, on a vraiment un bouquet d'équipements culturels majeurs de standing international qui sont en train d'être implantés et qui feront du Bénin la destination phare de la culture en Afrique. Monsieur Godonou, vous l'avez dit tout à l'heure, les trésors royaux iront à terme rejoindre les autres collections au musée des Amazones d'Abomey et les œuvres contemporaines. Les arts contemporains que vous allez promener un peu partout pour le moment dans le monde entier, est-ce que vous allez les enrichir d'autres œuvres de Béninois? Oui, ça c'est le travail de la Galerie nationale, ce que nous appelons la Galerie nationale, qui a pour... Madame Yacine Lassiti. Madame Yacine Lassiti, et qui a maintenant un directeur général qui est José Plia. Ah oui, José Plia. Ouais. Et la Galerie nationale donc, a cette mission de mettre en place le musée d'art contemporain de Cotonou. La Galerie nationale a pour mission également d'enrichir la collecte, d'acquérir des œuvres d'artistes contemporains, disons béninois, et de constituer une collection nationale pour l'État béninois. Ça veut dire aussi que, au fur et à mesure de son développement, que les artistes créent, la galerie regarde, choisit et constitue, disons, une collection qui va rester pour l'État. Ceci étant, les œuvres qui ont été présentées là, et c'est le propre de l'art contemporain, sont des œuvres qui appartiennent certaines aux artistes, certaines à des galeries qui existent, certaines à des personnes privées et qui ont prêté, et certaines sont des œuvres qui ont été déjà acquises par la Galerie nationale. C'est le milieu de l'art contemporain, c'est un marché vivant, et selon l'exposition qu'on veut faire, on prend des œuvres de gauche à droite. Toutes les œuvres qui ont été exposées, ce que je veux dire, ne sont pas des œuvres
qui nous appartiennent en tant qu'État. Ce sont des œuvres qui appartiennent à différentes personnes juridiques. Et de ce point de vue, leur gestion est un peu plus complexe que les trésors royaux qui appartiennent à l'État, point barre. Monsieur Godonou, où en sommes-nous avec les équipements culturels? Oui, les équipements culturels, le premier, le MIM, le Musée international de la mémoire et de l'esclavage, le Fort portugais, va ouvrir là, d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine. Ça, c'est le calendrier. À Bomé, le musée de l'épopée des Amazones et des rois du Dahomey, le musée international du Vaudou de Porto-Novo, le musée d'art contemporain de Cotonou. Pensez-vous que tout ceci aura le même succès? Vous avez parlé de la qualité désormais. Oui, tous ces équipements, je vous l'ai dit, sont conçus pour être réalisés avec un standard international élevé. C'est ce que nous appelons le bouquet culturel de la destination Bénin. Et donc, voilà, vous aurez l'occasion de constater que ce bouquet sera prêt en temps voulu pour que définitivement le Bénin rentre dans une nouvelle dimension. Pour que le gouvernement aussi s'occupe d'autres aspects de notre culture. Moi, je vous ai parlé de ce dans quoi je suis impliqué, mais il paraît que c'est un chantier vaste. C'est un chantier. Il y a le quartier culturel de Cotonou qui va se mettre en place, le QCC, comme on le dit maintenant, quartier culturel créatif, avec des villas d'artistes, avec beaucoup de centres, l'Institut culturel franco-béninois. Bon, il y a un grand paquet, un gros investissement dans ce secteur. Il faut toujours le dire, qui est désormais un secteur économique. Donc voilà, et le Bénin a vocation à devenir la capitale culturelle de l'Afrique et l'une des grandes capitales culturelles au monde. Je vous laisse conclure. Culturelle et artistique au monde. D'abord, merci au public béninois qui a répondu et qui a reconnu, malgré ce que vous avez dit tout à l'heure, c'était un public difficile, mais qui a reconnu la qualité du travail qui se faisait. C'est attentif. Oui, merci à vous, les gens de médias, parce que aussi de nous recevoir et de nous laisser parler au public, de le rassurer, a permis justement que nous ayons ce succès qui est allé au-delà du succès, qui est devenu un événement, c'est-à-dire marquant une page de notre histoire. Et puis voilà, nous attendons pour accueillir avec le même enthousiasme et les mêmes standards de qualité, les publics dans les prochains équipements, le premier étant le MIM à Ouida, très bientôt. Monsieur Alain Godonou, je vous remercie. Merci à vous aussi. Et ce sera tout, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, pour cette grand-messe de l'information du soir sur Golf TV Africa. Toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion vous remercie de nous avoir suivis. Mesdames, messieurs, restez câblés Golf TV Africa. Bonsoir chez vous.